Alors, vous êtes venus pour voir la recette des apprentis polyglottes. Alors, de quoi il va s'agir? Eh bien, tout simplement, on a tous et chacun d'entre nous appris une, deux, plein de langues vivantes étrangères. Et je pense, enfin, j'ai l'impression qu'on est tous arrivés à certaines conclusions. On a chacun notre style d'apprentissage, chacun notre façon de faire, et pourtant, il y a des dénominateurs communs. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une espèce de compilation de tous ces dénominateurs communs sous forme de recettes pour que ce soit un petit peu plus ludique, et on va la faire ce matin ensemble. C'est donc la recette des apprentis polyglottes. Moi, je m'appelle Cécile Pletsenik. Enchantée si vous venez d'arriver, installez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Je Tente. C'est une chaîne francophone sur l'apprentissage de langues étrangères. Mais je ne suis pas venue vous parler de ça. On est venu discuter ensemble de nos progrès en langues étrangères. Alors, et pour prendre juste un exemple, vraiment, pour retracer un petit peu le parcours de chacun d'entre nous quand on se met à apprendre une nouvelle langue, que ce soit la première ou la 11e ou la 35e, il y a toujours ce moment au départ de s'y mettre. Et le pourquoi. Pourquoi on commence? Alors, dans mon cas, je vais vous parler du portugais. É a última língua que comecei a aprender. Donc, c'est la dernière langue que j'ai commencé à apprendre. Et c'est elle qui m'a donné l'idée de cette présentation. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai des allergies alimentaires. J'ai de gros problèmes pour manger et il y a un restaurant à Bratislava où je suis sûre de ne pas me faire empoisonner. Donc, j'y vais assez souvent. Et donc, j'avais essayé de reproduire leurs recettes. Mais quand j'étais chez moi, oui, vous avez peut-être l'impression que je suis une bonne cuisinière, mais vous allez très vite voir que pas trop, j'aurais besoin de votre aide. Et donc, quand j'essayais de refaire les recettes de ce restaurant chez moi, catastrophe. C'était pas du tout pareil, pas le même goût, etc. Et un jour, je suis tombée sur le cuisinier qui était portugais. Et je lui ai dit, j'ai essayé de copier les recettes, ça marche pas. Et il me dit, écoute, si tu arrives à apprendre à parler portugais, je t'apprends à cuisiner les recettes du restaurant. Bingo, chiche. 3 mois plus tard, je suis revenue et j'ai appris quelques petits trucs, comme vous allez voir. Ça, c'est mon histoire personnelle. On a chacun une histoire pour chacune des langues qu'on commence à apprendre. Que ce soit une rencontre, que ce soit l'envie de découvrir une culture différente, etc., etc. Et donc, est-ce que la motivation est le premier ingrédient de notre recette? Peut-être. Ça tombe bien, j'ai un pot rempli, enfin pas rempli, mais il y a quand même pas mal de motivation dedans. Donc on va en mettre une bonne dose. Au départ, en plus, on est très très motivé quand on démarre. Allez hop, on y va. Oui, mais voilà, ce qui se passe avec la motivation, c'est au début, on est tout feu tout flamme, c'est fantastique, le portugais c'est génial, je vais en faire 20 heures par semaine. Oui, mais ce qui se passe, c'est que la vie reprend le dessus, notre motivation s'effrite, s'étiole, on la perd un petit peu. Ben oui, on a des obligations, on a notre travail, notre famille, etc., etc. Et au bout d'un moment, bon, la motivation, ça s'en va, ça revient, et puis ça part pendant 2 mois, et puis allez, on se redit, allez, on s'y remet. Bref, personnellement, je pense que la motivation n'est pas forcément le premier ingrédient si on veut être sûr que la sauce prenne, que le plat soit bien terminé. Donc voici notre recette des apprentis polyglottes qu'on va compléter tous ensemble ce matin. Et donc, comme je pense que la motivation, c'est quelque chose que oui, c'est la petite étincelle, c'est comme le starter pour démarrer le moteur, pour s'y mettre. S'il vous plaît, je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue. Au revoir, merci d'être venus. Bien, ils n'étaient pas assez motivés, ils sont repartis avant le début de la recette, comme vous pouvez le voir. Tant pis pour eux, ils n'auront pas l'honneur de goûter à ce plat. Bien, donc je pense que oui, qu'une bonne dose de motivation pour démarrer est nécessaire, mais que ce n'est pas un des ingrédients qu'on va mettre dans la recette pour tenir sur la longueur et pour arriver à notre but, quel qu'il soit, dans la langue qu'on apprenne.
qu'on ait envie de savoir commander un mojito sur la plage pendant nos prochaines vacances, ou lire la Divine Comédie de Dante dans l'original, ou quel que soit notre niveau, si on a envie de passer au niveau supérieur. Bref, la motivation, ce sera ce petit déclic de départ. Maintenant, on va voir quels sont ces ingrédients que je pense, ce sont des choses que vous avez tous plus ou moins intuitivement ressenti, des conclusions auxquelles je pense qu'on est tous arrivés. J'ai vraiment essayé de trouver les dénominateurs communs. Vous me direz ça après, à la fin, dans les questions, si c'est bien le cas ou non. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une pyramide des aliments. Alors, un exemple de pyramide possible des aliments. Et donc, si je vous disais, j'ai eu cette merveilleuse idée, je vais essayer de faire un plat complètement équilibré et de prendre la proportion exacte de chaque type d'aliment et d'en faire un plat, le super plat. Vous allez vous dire, oula, saucisson avec de l'huile, avec du maïs, ça risque de pas être très goûteux. Et en effet, vous vous dites que c'est sans doute absurde ce que je suis en train de dire, et pourtant, il y a des gens, encore aujourd'hui, qui essaient d'apprendre l'allemand en 7 jours, ou d'apprendre telle ou telle langue en 21 heures, etc., etc. Et donc, en fait, ils essaient de faire ça. Ils essaient de mettre un petit peu de tout, très, 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 très vite, ensemble. Et en général, ça a du mal à fonctionner. Autre chose, une autre approche, vous pensez peut-être que c'est encore plus absurde que la précédente, ce serait de se dire, je vais passer 6 mois à ne manger que des céréales et du riz. Ensuite, la base. Oui, on commence par la base. Donc, on va apprendre, je sais pas, le verbe être, le verbe avoir, et puis on va faire des exercices, et puis on va s'entraîner. Ensuite, on va apprendre quelques directions, quelques prépositions, etc. pendant 6 mois. Ensuite, les 6 mois suivants, on va manger que des pâtes. Que des pâtes, et donc voilà, donc on va apprendre les parties de la maison. Ça vous semble peut-être absurde, et pourtant, c'est ce qu'on fait dans le système éducatif d'énormément de pays. En fait, dans chacun de ces petits carrés ou rectangles de couleurs, on va passer 2 semaines de present continuous. Et alors le verbe être et le ing à la fin, et on y va, en avant, en arrière. Ensuite, hop, on va avoir un petit test, et ensuite on va passer au present simple. Faut surtout pas oublier le S à la 3e personne. He, she, works. Et donc, on va répéter et répéter. Et ensuite, on va passer à la chose suivante, etc., etc. Comme si apprendre une langue, c'était en fait faire une sorte de jeu de construction, que tous les éléments linguistiques étaient un peu déconnectés entre eux, et hop, on les empile, la 2e année, le 2e semestre, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on peut passer 5 ans à apprendre une langue et à ne toujours pas savoir la parler, ni la dominer complètement. Et oui, ça semble absurde, et pourtant, c'est très courant. Bien, alors que recommande le chef? Donc, dans le premier cas, celui qui essaie d'aller trop vite, c'est trop de saveurs mélangées gâte la recette. Ne pas essayer de tout apprendre trop rapidement en même temps. Et le deuxième, une alimentation déséquilibrée, d'abord commencer par les céréales, et puis ensuite que des légumes et des fruits, et puis ensuite finir par les sucreries, c'est mauvais pour la santé, on le sait tous. Et donc le chef conseille de ne pas apprendre de façon scolaire des contenus arbitraires, sans connexion entre eux, un jour ci, la semaine suivante ça, et sans rapport avec nos besoins réels d'utilisation de la langue. Bien, alors ce serait notre premier ingrédient. 500 grammes d'objectifs réalistes. Ben oui, parce que j'ai l'impression, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que si on ne sait pas où on va, ça va être un petit peu compliqué d'y arriver. Bien. Est-ce que quelqu'un d'entre vous reconnaît cette fameuse dame en haut à gauche ? Maïté. Oui, certains ont Jamie Oliver ou encore Carlos Arguiñano. Nous, on avait Maïté. Et celle de gauche, c'est ma maman. C'est normal. Bien, alors, quand on démarre, bon, on est tous polyglottes ici. Mais de toute façon, quand on commence à apprendre une langue d'un autre groupe linguistique, bon,
on est peut-être un petit peu novice, mais on a quand même de l'expérience. Mais quand on est totalement inexpérimenté, on s'appuie peut-être sur un livre de recettes, ou on va sur Internet consulter une page comme Marmiton, ou alors vraiment le joker ultime, le coup de fil à un ami, on appelle désespérément sa maman ou la personne qui cuisine le mieux qu'on connaisse. Bien. En fait, le problème, c'est quand on est expérimenté, quand on est hyper polyglotte, etc., on a déjà l'expérience d'avoir appris pas mal d'autres langues avant. Donc, on connaît un petit peu les étapes à suivre, ce qu'il faut faire pour arriver donc à faire le plat désiré, on connaît la recette, et sinon, eh bien, en tout cas, va falloir apprendre. Donc, les recommandations du chef, suivre une série d'étapes. Donc, je recommande d'avoir un plan d'action quand on se lance dans l'apprentissage d'une langue. Et donc, chacun aura le sien, évidemment, chacun aura son petit système particulier. Donc, le deuxième ingrédient, c'est un demi-litre de système. Donc, le système, c'est quoi? C'est comment on va adapter notre apprentissage, l'inclure dans notre vie quotidienne, en fait, en fonction de nos limitations, de ce qu'on aime faire, mais aussi de nos limitations horaires, d'énergie, etc. C'est par exemple écouter un podcast dans les transports en commun, etc., etc. Chacun aura son petit système. Voilà, un bon demi-litre de système. Miam, miam, ça donne envie, n'est-ce pas? Bien. Vous vous dites peut-être pourquoi passer des heures à cuisiner quelque chose comme ça que vous n'avez pas forcément envie de manger au final, que vous n'aimez pas trop. Et si en plus je vous dis que pour réaliser ce magnifique plat, il va falloir que vous investissiez dans un Thermomix qui coûte très très cher, vous vous dites mais c'est complètement absurde. Et pourtant, on délègue souvent le choix de la langue qu'on va apprendre. En tout cas, quand on est à l'école, on n'a souvent pas le choix. Ça arrive beaucoup en France qu'on doive prendre allemand, par exemple, et à ce moment-là, à cet âge-là, à ce moment-là de notre vie, peut-être qu'on n'a aucun intérêt pour la langue allemande. Peut-être que ça viendrait plus tard. Et en plus, souvent, c'est le prof de service qui décide quel matériel on va utiliser. Ou alors on se dit, ah bah si j'achète quelque chose de bien cher, comme un Thermomix, ou une méthode de langue bien chère, eh ben forcément j'aurai de meilleurs résultats, ça marchera mieux. Et puis finalement, on se retrouve avec un plat très peu ragoûtant. Bien, le chef recommande de ne pas cuisiner de plats qu'on n'aime pas. Ça paraît logique et pourtant. Et de ne pas acheter de matériel cher qu'on n'utilise pas. Pour l'apprentissage de langue, ça se traduit par ne pas totalement déléguer le choix de la langue. En plus, il y a des phénomènes de mode. C'est à la mode, par exemple, ici en Slovaquie, tout le monde apprend l'espagnol maintenant. Ou alors, il y a des modes aussi parmi les polyglottes. Les langues réputées difficiles, c'est tentant, un challenge personnel. Alors, pourquoi pas? Mais il faut que ça vienne d'une volonté à soi. Il ne faut pas que ça finisse comme un plat qu'on a voulu faire, une langue qu'on a voulu apprendre comme ça, mais on n'était pas vraiment motivé, on ne l'aimait pas vraiment, cette langue. Donc, ne pas totalement déléguer le choix de la langue et de la méthode, alors que c'est notre temps, notre argent et notre énergie qu'on dépense. Donc, c'est à nous de choisir le matériel qui va nous correspondre en fonction de nos objectifs. Vous vous souvenez, les objectifs qu'on veut atteindre. Bien. Et donc, pour ça, il faudrait un sachet d'implication personnelle. Il s'agit en fait de se responsabiliser de son apprentissage et je pense que vous en avez fait tous ici, autant que vous êtes l'expérience, on prend notre apprentissage linguistique en main et je pense que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a du succès dans son apprentissage de langue et quelqu'un qui en a moins. Allez, un petit peu d'implication personnelle, ça commence à ressembler à quelque chose. Bien. Alors, les ustensiles. J'en ai apporté quelques-uns. Comment ça s'appelle en français? Un mixeur, oui. Et ça? Un fouet. Et ça? Une fourchette. Bien. Alors, en fonction de ce qu'on va vouloir faire, il va y avoir des ustensiles plus ou moins pratiques. Si je vous dis que j'aimerais bien mixer une soupe, par exemple,
Est-ce que c'est une bonne idée de s'y mettre à la fourchette? Pas forcément. On va préférer sans doute le mixeur. Bien. Et alors, peut-être que certains d'entre vous sont plus fins cuisiniers que moi, ça ne m'étonnerait pas. Et pour battre des blancs en neige, qu'est-ce qu'il nous faut? Le fouet, oui, tout à fait. Il y a les cuisiniers, on les reconnaît. Bien, le fouet. Et enfin, pour des œufs, la fourchette suffirait. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que en apprentissage de langue, on croise souvent, très souvent, des gens qui essaient de mixer de la soupe à la fourchette. Par là, je veux dire que, par exemple, si notre but, notre objectif, c'est de réussir à parler la langue, de se contenter de lire passivement des livres, alors c'est très bien, on acquiert du vocabulaire, etc., mais c'est comme mixer une soupe à la fourchette. On va peut-être éventuellement y arriver, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps et d'être beaucoup plus dur. Donc les recommandations du chef, ça paraît logique, et pourtant, utiliser un ustensile adapté à l'usage qu'on en inadapté à l'usage qu'on en fait est inefficace. Donc, par exemple, si je veux savoir écrire des emails professionnels dans le cadre de mon travail, il faudra peut-être tout simplement que j'apprenne quelques structures d'emails professionnels, etc., pour commencer. Et ne pas regarder Peppa Pig, par exemple. Au moins pour commencer. Donc, choisir du matériel qui permet d'atteindre son but sans perdre de temps, parce que le problème de perdre de temps, c'est pas que je sois une fan de l'efficacité à tout prix, mais c'est que si on perd du temps, en fait, on va manquer d'efficacité et on risque de se frustrer, on risque de se décourager et finalement de laisser tomber. Notre motivation est partie dans le deuxième saladier, c'est fini. Bien, ingrédient suivant, c'est donc une pincée d'efficacité. Bien choisir ce qu'il faut pour atteindre notre objectif, celui qu'on s'est fixé. Bien. Alors, c'est un petit peu plus appétissant que le plat précédent, n'est-ce pas? Alors, si je vous montre ce bol de riz, je vous dis fourchette ou baguette? Ou peut-être même cuillère? Qu'est-ce qui est le plus pratique? Ça dépend. Ça dépend, exactement. Il n'y a pas une réponse. C'est pas comme en anglais one size fits all. Non, c'est pas taille unique. Chacun aura sa façon qui sera plus pratique pour lui pour manger ce bol de riz. Et c'est pareil pour l'apprentissage de langue. Chacun va avoir son style. Il y en a qui vont adorer chanter des chansons. Il y en a qui vont préférer écouter et lire en même temps. Il y en a qui vont essayer d'avoir des conversations dès le début. Il y en a qui vont attendre un petit peu plus longtemps. Bref, les recommandations du chef, c'est qu'à chacun sa façon de déguster. Chacun utilisera les couverts qui lui correspondent, la sauce qui donne le bon goût pour lui. Donc, je vous conseille de sélectionner les ressources qui vous conviennent personnellement et pas forcément celles qui ont fonctionné pour d'autres. Mais oui, on a tendance, il y a machin qui a acheté tel livre, ça a fait des miracles. Ou il s'est inscrit à tel cours avec ce super prof, et nous, on va au même cours, et on se sent complètement largué. Tout le monde fait des progrès, commence à parler, etc. Et nous, on est là, ça ne nous correspond pas. Et en fait, plutôt que de se remettre en question nous-mêmes, je pense qu'il faudrait remettre en question le matériel utilisé. C'est pas parce que ça ne marche pas avec cette méthode, avec ce livre-là, avec cet audio-là, que ça ne marchera jamais. Il faut peut-être changer tout simplement et utiliser quelque chose qui corresponde beaucoup plus à notre personnalité. Bien, donc c'est notre zeste d'unicité, donc de caractère unique, ou alors ajoutez votre petite touche personnelle, chacun sa sauce. Donc voilà mon petit zeste d'unicité. Bien. Et oui, décidément, c'est pas très prometteur tout ça. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé avec ce gâteau? Un petit peu plus que le plat de résistance d'avant, mais bon, il y a quand même eu un petit problème. En fait, si je vous dis que je vais mélanger comme ça, voilà, et puis je vais le mettre au four pendant 15 minutes, est-ce que vous pensez que je vais avoir un bon résultat? Clairement, non. Mais en fait, c'est ça, parce que
il faut tenir un petit peu sur la durée en fait. On se lance dans l'apprentissage d'une langue, on est motivé, on a envie, et puis au bout d'un moment, on se lasse. Donc il faut peut-être aller un petit peu moins vite, il faut faire peut-être des plus petites doses, mais plus souvent. Et donc là, dans le cas de ce soufflet, je pense que le problème, c'est qu'on a regardé par la porte du four, c'était beau, ça sentait bon, et on s'est dit, waouh, on a ouvert le four, et là, tout s'est écroulé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas attendu le temps de cuisson nécessaire. Bien, donc un petit peu de patience. Les recommandations du chef sont les suivantes. Donc il faut battre les ingrédients assez longtemps et énergiquement et bien cuire au four. Maintenir ses efforts dans la durée et assez intensément pour dépasser le seuil critique qu'on s'est fixé. Ça peut être passer au niveau supérieur, passer du B2 au C1 par exemple, ou pouvoir avoir une première conversation ou nos premières conversations dans la langue. Quel que soit l'objectif qu'on s'est fixé, va falloir y aller petit à petit, mais de façon continue et maintenue pour arriver à notre but. Donc je vous propose d'ajouter à notre recette 2 cuillères à soupe de régularité. En effet, ça vaut rien d'étudier juste avant l'examen. Vaut mieux en faire un petit peu plus souvent et moins longtemps. Bien, ensuite, bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte uniforme et cuire dans un four préchauffé à 190 pendant 45 minutes. Peut-être qu'il fait suffisamment chaud ici pour que ça cuise tout seul. En tout cas, c'est en train de cuire le public. Et il n'est que 11h30 du matin. Bien. En conclusion, de la même façon qu'on va commencer à aimer cuisiner quand on aura choisi le plat qu'on veut préparer, qu'on aura suivi ou appris, qu'on connaîtra déjà la recette pas à pas, qu'on aura les bons ustensiles, un bon four, etc. Et bien c'est pareil en fait pour l'apprentissage de langue. Une fois qu'on a choisi sa langue et déterminé la méthode qu'on va suivre en fonction de ses objectifs, qu'on a les bonnes ressources pour y arriver, donc efficaces et qui nous correspondent, on va prendre du plaisir à apprendre une langue. Et je pense que tous autant que nous sommes ici, c'est vraiment notre truc. Que ce soit plaisant, que ce soit le fun, comme disent les Canadiens, d'apprendre une langue. Il ne s'agit pas de s'ennuyer non plus. Bien, ce sera tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a seulement 3 questions. Vous pouvez écrire les questions sur Slido, si vous avez. Hashtag polyglotte et la salle ECHEI. @i. Apparemment, tu ne recommandes pas trop les restos rapides pour apprendre une langue. Pas mal, très très bonne réflexion, très drôle. Alors, je dis pas que c'est pas possible. Je dis que juste, va falloir bien sélectionner nos objectifs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'objectifs, évidemment que nos objectifs, vous le savez très bien, vont évoluer au fur et à mesure qu'on s'améliore. Donc, on peut se faire un petit McDo, on peut manger un petit resto rapide, par exemple, si on a envie de savoir se débrouiller pour les vacances. Pourquoi pas ? Et le fait d'avoir atteint cet objectif et d'avoir pratiqué un petit peu dans le pays va peut-être nous redonner une bonne dose de motivation pour continuer un petit peu plus avant et pour se fixer d'autres objectifs après. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, bon, on a tous des styles différents, il y en a qui aiment beaucoup papillonner d'une langue à l'autre, mais moi je suis plutôt de ce style-là, je reprends toujours la langue, même si je la laisse, j'y reviens toujours plus ou moins tard. Donc voilà, donc pourquoi pas un petit peu de resto rapide de temps en temps, surtout sur un objectif très spécifique, très concret, pourquoi pas ? Si vous arrivez à manger du pain avec du maïs, de l'huile d'olive et je ne sais quoi encore, du saucisson, du yaourt et des sucreries dans le même plat, allez-y, faites-vous plaisir.
Peut-on apprendre une langue si on ne sait pas cuisiner? Je suis la preuve vivante que oui. Oui, c'était juste pour faire une petite comparaison en fait, parce que j'avais envie de dire des choses qui sont peut-être des évidences pour nous, mais d'une façon un petit peu plus ludique et les expliciter, parce que souvent ce sont des conclusions auxquelles on est tous arrivés, mais pas forcément de façon nécessairement très consciente, et on n'en parle pas forcément toujours entre nous. Ah bah oui, faut prendre les choses en main, ceci, cela. Juste expliciter ça, et je me suis dit, comme c'est le cuisinier portugais qui m'a motivée, ben, je me suis dit pourquoi pas, mais c'est juste une excuse, bien sûr qu'on n'est pas obligé de savoir cuisiner, quoique ça peut être une bonne façon de pratiquer aussi, de trouver des recettes sur internet en langue étrangère et de s'y mettre, pourquoi pas. Comment est-ce qu'on peut améliorer le système scolaire? Alors ça c'est une question pour moi. Parce que peut-être que vous l'avez lu dans le programme, mais je travaille pour l'OCDE et je suis formatrice de professeurs dans un programme pilote qui s'appelle PISA for You. Vous connaissez peut-être les tests PISA. Il y a ce ranking, la Finlande est souvent pas mal placée, la Slovaquie beaucoup moins bien. Les Français sont les plus indisciplinés au monde. Bref, et donc dans le cadre de ce programme, alors il y a eu plusieurs choses qui ont été faites en fait, parce que c'est pas facile d'améliorer le système éducatif dans chacun des pays. C'est vraiment le problème, c'est que souvent ça dépend de l'individualité du professeur en question et aussi des conditions matérielles dont il dispose pour pouvoir bien enseigner. Et donc en fait, l'OCDE avait été très critiqué par rapport, je devrais peut-être pas le dire, mais bon, il y a personne ici d'infiltré de l'OCDE. Bien. Je ne dirais, ah non, vous connaissez mon nom, c'est foutu. Bref, il y avait eu des critiques parce qu'il y avait ce ranking de PISA, oui, les pays qui sont bons, qui sont pas bons, mais en fait, il n'y avait rien qui était fait pour améliorer les choses dans les pays où les systèmes éducatifs n'étaient pas aussi bons. Et donc, ils ont essayé une première façon, de façon institutionnelle, du haut vers le bas, par les ministères de l'éducation, etc., etc. Vous vous doutez peut-être que ça n'a pas donné grand-chose. Et donc, je fais partie d'un programme pilote qui essaie de partir du bas vers le haut et qui s'adresse aux professeurs directement, c'est gratuit. Allez sur pisaforyou.org. Bon, je peux l'écrire. Ils vont peut-être ouvrir une nouvelle édition bientôt. Pisa for, bon, c'est foutu. For avec un 4. PISA 4U. .org, O-R-G. Bien, et donc là c'est complètement différent parce qu'il y a une plateforme et les professeurs se regroupent donc par petits groupes selon les matières qu'ils enseignent et selon les problèmes qu'ils rencontrent dans leur salle de cours. Le programme est en anglais et c'est très bien parce que c'est collaboratif. Et donc, les professeurs passent une série de phases dans le programme où ils vont exprimer leurs problèmes, choisir le problème principal sur lequel ils vont travailler, essayer de faire des recherches sur ce problème. On voit aussi des études de cas. Moi, je les aide. Hein. Je suis mentor. Et donc, je les aide au fur et à mesure de ce processus, en fait, pour ensuite formuler des solutions, les implémenter dans leur salle de classe, avoir un feedback, voir si, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc., pour s'améliorer. Et j'aime bien cette dimension collaborative, et ça a l'air du moins d'engager plus de gens et de créer des changements dans les salles de classe. Et alors, il y a vraiment de tout, hein. De maîtresses de maternelle qui veulent travailler sur l'égalité des genres entre les petits-enfants de 4 ans, jusqu'aux profs de lycée qui donnent des cours de maths et qui voudraient que les maths soient un petit peu plus sympathiques et moins rébarbatives pour les étudiants, des problèmes de discipline en salle de classe, etc. Et il y a des gens du monde entier, du Bhoutan, du Brésil, de partout, des États-Unis, de France, de Slovaquie, partout, d'Afrique, etc., d'Asie, enfin, partout. Si votre portugais était un plat, quel plat sera-t-il? Si mon portugais était un plat, je ne sais pas. Parce qu'en fait,
Je suis allée une fois au Portugal avant d'apprendre et la seule chose que je savais dire, c'était poulet rôti. Donc ce serait sans doute du poulet rôti. Comment on peut aider, convaincre les personnes normales, pas polyglottes, qui cherchent à apprendre leur première et seule langue? Eh ben, je pense justement que cette conclusion peut vraiment les aider. Il s'agirait de leur demander, en fait, de leur faire voir que c'est eux les apprenants, que le processus d'apprentissage, c'est eux qui le vivent, que personne, même le meilleur prof de la Terre, même le livre, la méthode la plus fantastique, n'arrivera jamais à incruster les connaissances dans leur cerveau. Donc, moi, je leur dirais ça, que l'apprentissage, c'est à eux de prendre les choses en main, c'est leur responsabilité, et surtout, s'ils se retrouvent à un moment bloqués, s'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, si ça n'avance pas, et ben plutôt que de se remettre en question eux-mêmes, ce que font les gens qui ont tendance à ne pas avoir de succès en apprentissage de langue, ils se disent « Ah, je suis nul, je suis pas doué pour les langues, ah oui, toi, tu as du talent, mais moi, non ». Pourquoi ils se remettent en question eux plutôt que de remettre en question la méthode, le matériel utilisé? Donc je leur dirais, écoutez, vous êtes normalement constitués, je connais plein de gens, et des polyglottes aussi, qui ont eu extrêmement de mal à apprendre leur première langue étrangère, et une fois que ça s'est débloqué, ils en ont appris 2, 3, 4, etc. Donc rien n'est jamais perdu. J'ai eu un étudiant qui avait plus de 75 ans, qui était débutant, et qui y arrivait à son rythme. Donc vraiment, rien n'est jamais perdu, c'est plus une question d'attitude en fait, parce qu'on a tous les capacités intellectuelles minimales pour réussir à apprendre au moins à converser dans une langue. J'en suis persuadée intimement. Bien sûr, il y a des gens qui ont un petit peu plus de talent que d'autres, aussi de pratique, mais ça viendra. Mais rien n'est jamais perdu, donc je lui dirais ça. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant ? Pourquoi, à ton avis, ça n'a pas marché ? Arrête de te questionner, arrête de toujours douter de toi et dis-toi que c'est le moment d'essayer autre chose. Et je lui dirais aussi, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Commence par là. Commence par là. Si tu connais par cœur, je sais pas, tous les épisodes de Friends ou n'importe quelle autre série, pourquoi tu commences pas par faire ça ? Fais ce qui te plaît en fait. Et en essayant de mettre le plaisir au cœur de notre apprentissage, je pense que au moins on aura moins de frustration, et même si on fait pas des progrès de géant quand on est complètement débutant, inexpérimenté et qu'on galère un petit peu, au moins on n'aura pas ce sentiment de frustration et d'être nul et abandonner finalement. Le pire qu'on puisse faire en fait, c'est abandonner. Les végétariens apprennent-ils mieux les langues? Les végétariens apprennent-ils mieux les langues? Je sais pas, mais j'ai l'impression, alors c'est vraiment très 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 personnel, mais en fait j'ai l'impression, alors je vais peut-être pas répondre à la question, ça va être un peu une réponse de politicien. Je vais tourner autour du pot sans donner de réponse. Mais en fait, j'ai l'impression que dans la communauté polyglotte, ce qui est formidable, c'est qu'on est des gens vraiment ouverts d'esprit, mais pas seulement ouverts aux autres cultures ou à la différence en général, à la différence des autres, mais aussi on a beaucoup d'empathie. Et donc, je pense que dans la communauté végétarienne, il y a des gens qui ont beaucoup d'empathie, et dans la communauté polyglotte également. Et je pense que ces deux communautés se rejoignent là, en fait. De ne pas vouloir faire souffrir les autres peuples, les animaux, etc. J'ai pas répondu à la question, je l'avais dit. Si on ne mange que les plats qu'on aime, on ne mange jamais rien de nouveau. Et si de temps en temps, il fallait apprendre à ne pas se faire plaisir? En fait, si vous avez bien lu ma conclusion, le plaisir, c'est la conclusion, c'est ce qui arrive. Mais oui, allons explorer de nouvelles choses, bien évidemment, à chaque fois. Et d'ailleurs, aussi bien que, comme je vous disais, que les objectifs évoluent au fur et à mesure que notre niveau augmente, mais on change aussi de matériel et de méthode. Moi, donc j'ai appris le slovaque avec une série de manuels, de livres qui s'appelait Krijom Krajom. Au départ, ça a été très bien. Je suis arrivée au 3e livre, j'ai fait une overdose. Et pourtant, il était aussi bien le 3e que le premier. Mais il arrive un moment, oui, où il faut varier un petit peu les plaisirs, faut un petit peu se renouveler, faire autre chose pour ne pas perdre sa motivation.
et son intérêt. Donc non, pas toujours faire la même recette. En fait, ça c'est la base. Ça c'est la base. Et puis alors après, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez par-dessus, à l'intérieur, vraiment. Tu es comédienne professionnelle? Non, mais merci. Does it take a well-finished meal to distinguish the good from the bad ingredients? Sometimes, unfortunately, it does. Oui, alors je vous ai dit au départ que j'avais des allergies alimentaires. Et donc au départ, j'ai dû complètement changer mon alimentation d'un jour à l'autre quand ils m'ont diagnostiqué ce que j'ai. Et donc au départ, j'ai essayé de remplacer les ingrédients classiques par des ingrédients sans. Alors sans gluten, sans ceci, sans cela, etc. Je mélangeais tout et je me disais que ça allait donner la même chose. Grave erreur, ça avait l'air bon, ça sentait bon, mais ensuite, quand on goûtait, c'était pas ça. Donc malheureusement, parfois, il faut échouer. Mais vous le savez tous ici, que de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Par exemple, si on fait un contresens un petit peu ridicule dans une langue étrangère qui a une connotation sexuelle, etc., et que tout le monde se moque de nous, je suis sûre que cette erreur-là, on la refera pas. Donc oui, parfois, et souvent même, trompons-nous, faisons des erreurs, utilisons les mauvais ingrédients, ratons nos plats pour mieux recommencer la prochaine fois, en fait. Mais c'est ça, mais vous le savez de toute façon que c'est un éternel recommencement d'apprendre une langue. C'est jamais arrivé. C'est l'illusion du débutant dont on parlait, l'apprenant qui n'a pas réussi à apprendre de langue. En fait, je ne sais pas pourquoi les débutants en langue ont un optimisme incroyable par rapport aux débutants dans d'autres domaines. Personne ne se dirait « Ah, ben, j'ai envie de donner un concert de guitare dans 2 mois ». Et regarderait juste quelques tutoriels sur YouTube, lirait des articles sur comment apprendre le solfège et ensuite se sentirait capable de se lancer devant un public 2 mois plus tard avec sa guitare. Personne ne ferait ça. Tout le monde se met à faire des gammes. On essaie tous de commencer par jeux interdits, etc. Une mélodie facile. Mais alors pourquoi un apprenant inexpérimenté de langue, quand il veut parler sa première langue vivante, il se dit, bon, dans 2 mois, je pars dans le sud de l'Espagne, je vais regarder des vidéos sur YouTube, je vais aller sur des blogs de comment faire pour apprendre une langue, etc., etc., faire 2-3 trucs, et il imagine, pof, qu'il se plante sur place en Espagne 2 mois plus tard et qu'il arrive à converser avec les locaux. Mais bien sûr, je ne comprends pas. Alors, c'est mignon d'un côté d'être aussi optimiste, mais j'ai parlé d'objectifs réalistes au départ. Il faut quand même bien mettre les 500 grammes d'objectifs réalistes. Et extrapoler à un autre domaine, comme la guitare par exemple. Est-ce qu'on ferait ça dans un autre domaine? Est-ce qu'il faut toujours suivre la même recette, n'importe quelle soit la langue? Non, justement. Alors, les méthodes changent tout le temps. En fonction de nos objectifs, en fonction de la langue qu'on a choisie. Si je peux me permettre de donner des exemples personnels, j'ai utilisé des méthodes totalement différentes, certaines que je ne recommanderais pas du tout d'ailleurs. Bon, je suis francophone. Je parle aussi espagnol, et donc quand j'ai appris l'italien, bon, c'était pas non plus le challenge du siècle, j'ai commencé par lire une grammaire italienne en italien, de la première à la dernière page. Ça a marché pour moi, c'est mon zeste d'unicité. Est-ce que je conseillerais de faire ça à n'importe quel apprenant qui se met à apprendre l'italien? Certainement pas. Donc, par contre, pour apprendre le slovaque, j'ai pas du tout procédé comme ça. En fait, j'ai appris quelques petits dialogues de base, conversation skits en anglais, des petits morceaux de conversation, et j'utilisais des gens comme cobayes. Donc j'allais avoir une première conversation avec cette demoiselle. Bonjour, je m'appelle Cécile, je fais ci, je fais ça, voilà. Et elle allait me poser une question que peut-être j'avais pas encore appris. Donc hop, je notais, j'apprenais la réponse, et j'allais avoir la même conversation avec la personne suivante, et avec la personne suivante. Oui, pour pas trop fatiguer non plus le même locuteur. Bref, il y a plein de façons, et à chaque fois on s'adapte aux connaissances qu'on a déjà.
les langues, si on connaît une langue très similaire, ben, il suffit peut-être juste d'apprendre 2-3 différences pour pouvoir se lancer. Si c'est une langue complètement différente, qui n'a pas par exemple de manuel, ben, forcément on procédera différemment. Moi je pense que vraiment la langue, les objectifs déterminent la méthode qu'on va utiliser, les ressources qu'on va choisir et puis aussi ce qui est disponible. Parce qu'on ne fait pas toujours comme on veut, et des fois on fait ce qu'on peut. Et, une dernière question. Que penses-tu de méthodes bizarres, hypnose, apprendre en dormant, etc. Alors ça me fait sourire. J'ai jamais essayé. On m'a dit qu'hier il y avait eu une conférence sur apprendre en dormant et qu'apparemment en phase d'endormissement on pourrait retenir des listes de vocabulaire qu'on avait déjà vues avant de façon plus efficace. Pourquoi pas? J'ai pas testé. L'hypnose, j'ai pas testé non plus. J'ai aucune expérience personnelle à ce niveau, mais moi je vous dirais attention en général. Il y a beaucoup de promesses et c'est la surenchère. D'apprendre toujours plus vite, toujours mieux, toujours plus facilement. Et attention au marketing, vous faites pas avoir. Je pense que vous avez assez d'expérience pour pouvoir voir ce qui est un peu farfelu, incongru et qui vise juste à vous faire débourser un petit peu d'argent et qui n'apporte aucun résultat. Mais si ça a marché pour vous, je serais contente d'en entendre parler. Ben, merci beaucoup et puis bonne journée à vous.